Bonjour à vous tous et bienvenue à Sens Politique. Aujourd'hui, beaucoup de choses dans le domaine de l'actualité politique et je suis en compagnie de Sébastien Lemire, député du Bloc québécois régional de l'Abitibi-Témiscamingue. Bienvenue. Bonjour Glenn, bienvenue. Bonjour à tout le monde. Ben écoute, on a beaucoup de bagages à parler aujourd'hui. On va le faire dans 3 volets. Premier volet, on va s'en aller dans le sommet sur l'intelligence artificielle parce que tu as participé, tu es allé assister à un événement à Londres. Et j'ai trouvé de l'information à cet effet-là. J'aimerais en parler. En fait, en Chambre de communes, le 9 novembre, dans le comité permanent de l'industrie et de la technologie, tu parlais de l'étude du projet de la loi C-27, qui est la protection de données, si les gens ne le savaient pas. Alors, je te cite, pardon, celles entreprises qui agissent dans l'intelligence artificielle et qui font du développement. Il faudra absolument moderniser cette loi et donc aller encore plus loin. Mais je pense qu'on part la discussion là-dessus avec ce que tu es allé faire à Londres. Et qu'est-ce que tu vas nous dire dans tout ça? Bien, belle introduction. Effectivement, ça met bien la table. Préciser que la loi C-27 et le projet de loi, oui, sur la protection des données qui peut toucher nos transactions qu'on va aller faire, notamment, évidemment, dans un commerce local et autres, mais aussi sur Internet et partout ailleurs. Une des préoccupations majeures, c'est comment on s'assure de protéger l'identité des gens, de dépersonnaliser certaines données, évidemment, la protection des données de nos enfants. S'assurer que tout va être absolument supprimé de ce qui existe sur le web quand ça concerne les enfants. Mais également, il y a la loi québécoise, la loi 25, qui a été mise en place il y a déjà quelques mois et qui doit s'assurer, à mon sens, mais à notre sens aussi, de la prédominance sur la nouvelle loi canadienne, qui, elle, doit agir en fonction là où les provinces n'ont pas de réglementation. Et notamment, ce qui est intéressant, la semaine dernière, il y a beaucoup d'avocats qui sont venus confirmer comme quoi la loi québécoise, la loi 25, est la loi de référence en ce moment au Canada sur la protection des données. Et une des batailles, si vous me permettez l'expression, que j'ai fait en début de cette étude-là, bien, c'est de s'assurer justement, est-ce que le ministre reconnaît que la loi québécoise, elle est au moins équivalente et conséquemment qu'elle pourra avoir préséance. Donc, on arrive un peu dans un langage certainement technique, mais pour les gens qui nous écoutent, bien, c'est important de savoir qu'il y a une loi qui va être mise en place pour protéger leurs données, particulièrement dans le contexte de toutes les transactions financières. Et on a cette obligation-là de s'arrimer avec l'Europe qui va amener ces exigences-là dans notre milieu bancaire et autres pour pouvoir poursuivre des transactions. Fait que ça, c'est le premier cadre. Le deuxième cadre de la loi C-27, donc le volet 3, c'est l'encadrement de l'intelligence artificielle. Donc, ce qui touche probablement peut-être le projet de loi le plus important des 2 prochaines décennies. Comment, nous, notre vie va être maintenue, comment notre identité, à la limite, l'humain va demeurer à travers les progrès technologiques qui vont à vitesse grand V. T'sais, l'intelligence artificielle, on peut penser à Google Maps, évidemment, qui va nous donner en temps réel le trafic puis nous suggérer un chemin à prendre plutôt qu'un autre. Il y a des aspects très pratiques là-dedans. Mais il y a aussi des risques absolument importants. Puis, notamment à Bleachley, il y avait quelqu'un de l'Union européenne qui nous nommait comment des élections peuvent être menacées par l'intelligence artificielle parce qu'on est capable actuellement, donc ça, on ne se dit pas qu'est-ce que ça va être dans 2, 3, 4, 10 ans, 20 ans, on est capable actuellement de pouvoir prendre un discours. Donc là, exemple, moi, on me filme ici sur les ondes de Médiaté et on va pouvoir me faire dire absolument, totalement le contraire de ce que j'ai dit. Puis là, ben, de montrer, hey, ça a été dit dans les médias, ou même ça pourrait être en chambre ou ailleurs. Le député Lemire est allé affirmer des choses que j'ai jamais fait et être capable de synchroniser le mouvement des lèvres. Et ça peut être même dit en traduction simultanée dans différentes langues avec la même voix que j'ai. Donc, l'intelligence artificielle, elle est rendue... C'est un risque, c'est dangereux aussi, là. Absolument. Moi, ça me fait plus peur que ça me fait plaisir. Évidemment que ça m'enchante, mais ça vient effectivement avec une responsabilité importante et fondamentale. Et là, il y a tout un écosystème, évidemment, qui se crée autour de l'intelligence artificielle, évidemment, qui est gagnant pour plusieurs entreprises qui veulent aller de l'avant. On a
beaucoup de start-up, si vous voulez, le mot français, de jeunes pousses au Québec qui sont particulièrement actifs. Il y a beaucoup de regroupements, que ce soit le MILA ou le CEMIA, qui sont des précurseurs dans l'intelligence artificielle. Il faut savoir que le Québec a organisé, Montréal, avec la France, à Paris, le premier partenariat global sur l'intelligence artificielle, le GPI, qui tient des rencontres internationales dans une période d'à peu près de 3 à 6 mois. Un était à Paris, comme je vous dis, le premier. J'ai assisté à un l'an dernier du côté, peut-être à chaque année, là, du côté de... Tokyo, au Japon, auquel j'ai pu voir cette dynamique-là, de voir comment justement l'ensemble des pays vont pouvoir s'ajuster, et le prochain va être du côté de l'Inde. Ce que je suis allé faire à Londres pour répondre à la question, c'est que j'accompagnais le ministre François-Philippe Champagne, donc le ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, de l'Innovation, pour pouvoir parler de la position essentiellement canadienne, mais de voir aussi comment les autres pays s'enlignent sur l'enjeu de la sécurité. Donc, c'est un sommet qui avait comme base la sécurité, et c'était à l'endroit, pour l'anecdote, là, à Bletchley, qui est l'endroit où, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais se sont installés pour essayer de craquer les codes secrets des nazis quand ils s'envoyaient de l'information par télégraphe ou autre. Donc, vous avez peut-être vu le film qui a été fait là, pour déchiffrer cette énigme-là, avec tout l'imaginaire, puis toute à la fois la folie, mais le génie de M. Turing, Alan Turing, qui est allé trouver la façon dont étaient programmés les codes secrets des nazis. Donc, ça commençait déjà à cette époque-là. Là, ça date pas d'hier, là, l'intelligence artificielle. Là. C'est quand même l'humain qui l'a créé. Effectivement, les premières apparitions de l'ordinateur, puis de code qui a effectivement pu être là. Donc, c'est un lieu qui était hautement symbolique. Puis si on a gagné la Deuxième Guerre mondiale, ben, on va donner beaucoup de crédit aux jeunes jambes américaines, mais en même temps, le fait d'avoir pu prévoir les attaques nazies où elles étaient faites a donné beaucoup de chance aux Alliés, évidemment. Donc là, on se retrouve dans ce lieu-là, et c'est intéressant de voir chaque pays qui vont prendre position. Pourquoi aussi je le ramène dans le cadre de C27? C27 a été une des premières lois qui a été déposée sur l'encadrement de l'intelligence artificielle et la protection des données, évidemment. Ça a été fait déposer en juin 2022. Et là, moi, je demeure très critique face au gouvernement libéral. Pourquoi il n'a pas priorisé ce projet de loi l'an passé? On savait à quel point il y avait une urgence d'agir du côté de l'intelligence artificielle. Puis plus on le fait vite, plus on est capable de s'assurer que les règlements, que les choses qui vont être mises en place vont être à l'avantage de la différence canadienne, peut-être, ou de la différence, pour moi, la culture québécoise. Comment on la protège, cette différence, distinction culturelle du Québec? Comment on va protéger l'ensemble des cultures à travers le monde? Plutôt l'hégémonie américaine, on le voit dans le cinéma, comment que, justement, il y a une façon de faire du cinéma maintenant, on dirait, c'est le film américain, la pop en musique, etc. Comment qu'on fait pour protéger des spécificités culturelles quand on est capable, avec l'intelligence artificielle, de tout recréer. Créer une chanson des Beatles sans que ce soit les Beatles, mais juste par le rythme et tout, on reconnaîtrait la voix de Paul McCartney ou de John Lennon. Et là, on arrive puis on aurait une nouvelle chanson. C'était un des éléments qui est sorti au cours des derniers mois. Une nouvelle chanson complètement des Beatles. Donc, comment on préserve la culture? Comment on préserve nos petites et moyennes entreprises? Comment on peut se démarquer là-dedans tout en protégeant l'être humain? Ça, c'est le grand défi. On déposait un projet de loi il y a 1 an et demi, mais ça a pris à peu près 1 an avant qu'il soit appelé au Parlement. OK. Et depuis, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, tu as l'émergence d'un ChatGPT. ChatGPT n'existait pas au moment que C27 a été déposé. C'est donc dire que juste pour ça, le projet de loi est complètement caduc. Donc là, vous voyez l'ampleur de la tâche qu'on a à faire, le document maître sur lequel on doit débattre et qu'on amène des témoins ces temps-ci n'est plus à jour et même complètement caduc. Il va probablement falloir le réécrire et tout. Puis ça va être un des exercices qu'on va avoir à faire. Ça, c'est le comité. C'est le comité qui travaille là-dessus. Oui. Effectivement. Fait que j'ai cette responsabilité-là, puis qui n'est pas banale dans le contexte où les libéraux ont 5 votes, les conservateurs 4. J'en ai un, le NPD en a un. Donc, vous voyez qu'il y a une obligation de s'entendre entre les partis. Oui, effectivement. Et les libéraux ne peuvent pas agir seuls parce que l'opposition, on peut renverser une position du gouvernement. Donc, il y a une obligation de trouver un allié. Puis, évidemment, les conservateurs sont particulièrement actifs sur
plusieurs des choses pour vouloir prendre en défaut le gouvernement. Moi, je pense que ce projet de loi-là doit être adopté, mais doit être largement bonifié. Donc, ce que je suis allé faire là-bas, m'inspirer de tout ce qui se fait dans les nouvelles pratiques dans le monde, puis de voir comment on peut demeurer des précurseurs, mais des précurseurs qui vont, je le renomme, préserver l'identité culturelle des territoires, mais préserver aussi une économie de PME. T'sais, si c'est juste les Amazon Web Services ou les grands joueurs, le Microsoft, GPI et tout le monde était là. D'ailleurs, j'ai même croisé Elon Musk. Je n'y ai pas parlé, je n'ai pas souhaité, c'est pas une personne qui m'inspire particulièrement, mais quand même, c'est impressionnant d'être à 2 pas de lui. Le secrétaire général des Nations unies, M. Gutiérrez, était là. Je n'ai pas croisé Kamala Harris, mais il était sur place également. C'est donc vous dire l'ampleur du sommet auquel j'ai eu la chance de participer et comment l'enjeu de l'encadrement de l'intelligence artificielle, il est important. Mais moi, je vais ramener ça, si vous me permettez l'expression, au plancher des vaches chez nous. C'est quoi l'impact qu'a ça, l'intelligence artificielle, et comment je peux m'assurer de préserver notre identité, notre culture, l'humain, très concrètement, à travers ça. Donc, la protection des données, c'est l'aspect qui fait, somme toute, assez consensus. Puis là, on termine les témoignages là-dessus et on arrive, là, dès la semaine prochaine, dans le cœur de ce que doit être l'encadrement de l'intelligence artificielle. Et moi, j'ai en tête comment on va réécrire ce projet de loi-là avec, évidemment, les libéraux, les conservateurs, le NPD, si possible, puis sinon, ben, de façon plus directe avec le gouvernement pour s'assurer que le résultat va être aussi avant-gardiste qu'on l'aurait souhaité, parce que il y a un risque en ce moment. Mais on n'est plus dans un contexte dans lequel on a la même reconnaissance d'être à l'avant-garde au Canada. Quand on a déposé le projet de loi, bravo les Canadiens, vous êtes les premiers à vouloir agir. Puis François Philippe était le premier, M. Champagne, je devrais dire, le premier à mettre de l'avant son leadership là-dessus. Là, on se retrouve 2 ans près de 2 ans plus tard, parce que la première rencontre que j'ai eue avec lui était en janvier 2022. Là. Donc, ça fait bientôt 2 ans. Il y aurait eu moyen d'accélérer les choses, aller plus vite. Là, on se retrouve un peu à la remorque. Le monde a changé. L'intelligence artificielle a pris sa place dans notre société. Comment on s'assure de mettre des balises importantes? C'est là le défi qui m'attend dans les prochains jours, les prochaines semaines. En tout cas, l'aspect très central de mes responsabilités à Ottawa. C'est un gros défi parce que je te donne un exemple. Hier, je m'en vais dans un restaurant rapide et sur la machine Interact, c'est marqué « Scanne ton code QR ». Bon, moi, j'en ai pas pour ce restaurant-là, mais mon mari est avec moi. Lui, il scanne. La personne mentionne, celle qui est à l'arrière de la caisse mentionne, mais quand vous faites ça, on voit toutes vos applications sur votre téléphone. Il y a beaucoup d'informations qu'ils peuvent voir juste à scanner le code QR. Donc, c'est un danger. C'est vraiment un danger. Mais comment est-ce que ton comité va travailler avec le gouvernement pour justement mettre peut-être une forme de législation autour des entreprises qui créent ces codes QR-là, qui créent cette intelligence-là. Et entre autres, t'es un député régional. Qu'est-ce que ça va apporter à la région? Bien, c'est sûr que l'aspect régional est peut-être moins fort dans ma défense de cet enjeu-là. C'est vraiment mes porte-paroles au niveau de l'industrie qui vont ressortir. Mais parce que, bon, les différences, le lien avec l'intelligence artificielle, qu'on soit à Rouyn-Noranda ou à Shawinigan ou à Montréal ou à Tokyo, à Paris, à Dubaï, en Afrique, sont à peu près les mêmes enjeux. Pourquoi une compagnie va se donner le droit d'avoir accès parce que tu acceptes une application pour avoir accès à un rabais peut-être dans un restaurant ou en tout cas un menu spécial ou un avantage, ça donne le droit effectivement à la personne qui est de l'autre côté, que tu connais peut-être, que tu côtoies peut-être dans ta vie, qui écoute peut-être l'émission ici, puis qui aurait « Ah ben Colin, Guylaine a fait tout ça. » là. C'est peut-être là des choses que tu ne veux pas donner accès à l'information à autrui. Qu'une grande machine, qu'un grand serveur puisse stocker des données sur nous, c'est sûr que c'est très, très préoccupant. Puis on s'entend, l'ordinateur quantique n'est pas encore commercialisé. Parce que bientôt, la technologie s'avance. Là, je vais essayer de réserver... Il nous reste à peine 1 minute, là. Le binaire, non-binaire, là, l'ordinateur fait oui, non, et fait des opérations multiples comme ça. Bientôt, le quantique va nous permettre d'aller dans toutes les directions et la vitesse
d'analyse du quantique va être tellement plus rapide qu'elle l'est actuellement. On va pouvoir faire à 20, 30, 200 fois plus vite, de façon exponentiellement plus vite. Donc, toutes les données qui sont stockées sur des serveurs qui nous appartiennent vont pouvoir être analysées. Et ça aussi, c'est très, très préoccupant pour préserver ce qui reste de l'être humain. Donc, s'assurer de mettre des balises là-dedans, s'assurer qu'on cautionne qu'est-ce qu'on veut s'assurer qu'il soit donné ou pas. C'est pas parce qu'on va avoir accès, exemple, à une page web qu'on veut donner accès à tout le contenu, effectivement, de notre téléphone. C'est pas parce qu'on met une photo de nous sur Internet, sur Facebook, qu'on veut qu'elle se retrouve dans une publicité ou qu'on va scanner notre visage puis qu'on va savoir être utilisé. Tout ça est très, très, très préoccupant. Et c'est ça, un des défis que j'ai dans ma vie politique à Ottawa au cours des prochaines semaines, mais qui m'occupe depuis déjà plusieurs mois. Beaucoup de travail pour toi à l'horizon, juste sur ce sujet-là. Tout à fait. Non, c'est un enjeu majeur. Là, on s'en va à la pause parce qu'on a d'autres choses à se parler. Alors, on revient en studio dans quelques petites minutes. Alors, de retour en studio avec notre invité Sébastien Lemire, député du Bloc québécois de l'Abitibi-Témiscamingue. Et là, on s'en va au volet 2 où on va parler, Sébastien, de la crise dans les médias d'information. On en fait partie, nous. On sait c'est quoi. Mais la plupart des gens à la maison, peut-être, ils en ont entendu parler, ils ont eu un aspect où ils ont été bloqués sur différents réseaux sociaux. Ben, en fait, on va le dire, hein, sur Facebook, Meta. Ils ont été bloqués sur toutes les entreprises qui sont dans les médias, donc à ne plus voir les médias à l'intérieur d'un réseau social. Alors, toi, là, peux-tu nous donner l'analyse de cette crise-là d'information-là? Ah, c'est un drame. C'est un drame parce que, tu sais, moi ma vie, une de mes grandes motivations puis une mission, j'aime bien, c'est le développement régional, le développement de notre collectivité. Puis il n'y a rien de plus important ou de plus central peut-être que les médias régionaux et locaux à travers ça. Le temps que je consacre, évidemment, ici à l'émission, mais sachez que j'ai un peu la même démarche. Un peu plus tard aujourd'hui, je vais être du côté de Macamic parce qu'il y a une émission communautaire qui est là. Beaucoup d'entrevues du côté du Témiscamingue. Quand Télétémis était plus actif, j'avais aussi, c'est ça, l'idée d'une émission d'une demi-heure, 1 heure à chaque 2 ou 3 mois. Ici, c'est un peu plus fréquent. À chaque semaine, je fais la radio de Sean FM à Rouyn-Noranda, évidemment. Puis à chaque fois qu'une nouvelle, je me rends disponible très rapidement, tant du côté de Radio-Canada que du côté de TVA ou RNC, parce que pour moi, c'est fondamental, cette notion-là d'imputabilité et de présenter le fruit de mes actions. C'est le lien direct que j'ai avec les électeurs chez nous. C'est fondamental, cet écosystème-là médiatique. On a cette chance-là. Hein. Beaucoup de mes collègues sont particulièrement jaloux parce qu'ils regardent la revue de presse puis ils voient, il me semble, Sébastien, tu reviens souvent. C'est partout! Mais eux n'ont pas ça. Les gens qui sont sur la rive nord, sur la rive sud, qui sont noyés dans l'écosystème de médiatique de Montréal ou de Québec, n'ont pas cette proximité-là nécessairement avec leurs électeurs. Mais tu as peut-être développé, toi, cette proximité-là. Ah non, mais moi, je trouve ça fondamental. Puis, évidemment, j'observe que c'est pas tous les élus nécessairement qui ont cette même... ouverture d'esprit, transparence. Ou liberté. Je vais me permettre d'utiliser ce mot-là. Ceci étant dit, cet écosystème-là, il est plus que jamais fragilisé. On a vu à Énergie, par exemple, des pertes d'emplois. On a vu à RNC qui a compacté aussi des emplois à travers le temps. C'est très, très fragile. Mais surtout TVA, la semaine dernière, qui annonce 547 postes qui ont été coupés. Ça n'a pas été des postes en Abitibi-Témiscamingue. Pourquoi? Parce que ça a déjà été réduit dans la région. Le citoyen n'est plus ce qu'il était comme journal. Déjà, on avait eu 2 parutions, une le mercredi, une le samedi, avec la frontière, en tout cas dans l'écosystème de Rouyn-Noranda, l'écho ici à Amos. T'sais. Là, on est très réduit à ce qui est le minimum. Et est-ce qu'on fait encore de l'analyse? Est-ce qu'on fait encore de la politique? Est-ce qu'on rend imputable nos élus à travers nos médias locaux autant qu'on le faisait? C'est beaucoup plus difficile. Donc, chapeau, évidemment, à vos initiatives ici à Médiaté, puis pourquoi je trouve ça important de m'y inscrire. Mais cet écosystème-là est fragilisé, notamment pourquoi? À cause de l'argent. Évidemment, on en revient souvent à ça. Les publicités des entreprises locales et régionales, mais aussi nationales et autres, et là, je blâme personne en disant ça, s'ils veulent avoir de la visibilité et rejoindre leur public cible, bien, évidemment que les médias
sociaux, les Facebook, Meta maintenant, les Google prennent beaucoup de place. Ils vont aller s'accaparer des revenus publicitaires parce que c'est comme ça qu'on va rejoindre un peu plus directement les gens que dans une publicité, dans un journal. Ça crée évidemment une crise qui a un impact sur la publication de ces médias-là, mais aussi la capacité d'embaucher des journalistes et du personnel qui vont créer cette nouvelle-là. Donc, il y a une situation qui est vraiment importante et c'est pourquoi, d'abord, nous, on veut s'assurer de créer un fonds d'urgence. Parce que là, ce qu'on voit avec l'annonce de TVA et bien d'autres, c'est la survie même de ces médias-là qui est remise en question. On s'attend à beaucoup de fermetures. Moi, j'ai le goût de t'arrêter là. Oui. Parce que j'ai une question à te poser. Si le gouvernement fédéral n'avait pas décidé de mettre en place, de dire, Meta, tu nous dois cet argent-là pour les médias. Est-ce que les médias avaient fait la plainte sur le fait qu'ils n'étaient pas contents, ils mettaient de la publication sur les réseaux sociaux, ils se faisaient voir, ça amène du trafic sur le site Internet. Veux pas, il y a un gagnant-gagnant en quelque sorte. Mais si le gouvernement n'avait pas fait cette étape-là, ça vient d'où cette décision-là de dire... Non, on va engager Meta ou même Google à l'heure actuelle, puis dire, vous nous devez cet argent-là. Là, on est dans le contexte du projet de loi C-18, puis un peu de l'esprit de C-11 aussi qui a précédé. Est-ce que les médias devraient payer pour le contenu qu'ils diffusent, qui attire des gens vers leur plateforme et qui vont donc être très payants pour eux? Parce que je vends de la publicité, cette publicité-là va être dépensée sur Facebook, Meta ou Google ou autre pour un contenu qu'ils n'ont jamais créé. Donc, ils s'approprient en quelque part, ils se payent le droit d'auteur et l'auteur même n'aura pas les sous parce que la publicité va aller à d'autres mondes que le producteur de la nouvelle, par exemple. Et là, il est arrivé une bataille majeure, notamment auprès des médias. Il y a une décision très cynique, très antidémocrate de dire, parfait, nous, ça fait 20 ans, Facebook particulièrement, là, qu'on crée de l'achalandage puis des habitudes de vie vers notre plateforme, que les gens ont intégré ça à leur quotidien. Là. C'est à la fois un bottin téléphonique que notre télévision, que nos journaux locaux, que le téléphone pour appeler des amis, que notre social, etc. Tout passe par Facebook aujourd'hui. Meta a créé cette habitude de vie-là. Exact. Ce monstre-là, et là, est capable de se renverser contre les gouvernements. Une multinationale de cette ampleur-là est capable de dire, moi, je vais m'opposer à un gouvernement. Je vais dire, vous n'avez plus le droit de diffuser vos nouvelles, qu'elles soient nationales ou locales. C'est le cas, évidemment, des médias qui là, doivent faire preuve de créativité, mais c'est plus la même fluidité. Et ce qu'on constate, c'est que les médias, en moyenne, puis ça, peut-être vous avez des statistiques pour Médiaté, mais c'est à peu près 95 % de moins de clics dans une nouvelle qui est donnée à peu près tous médias confondus au Québec et au Canada. Donc, 95 % moins de clics qui sont faits. Comment on peut s'informer, comment on peut savoir c'est quoi la réalité de notre vivre ensemble. Si la première source d'information des gens, le premier réflexe était par les médias comme Facebook et Google, et là, ces contenus-là ne sont plus possibles. Il y a un drame là énorme. Mais là, le gouvernement, pourquoi qu'il a créé justement cet aspect-là de dire, non, là, Meta, tu dois de l'argent aux créateurs de contenu. Est-ce qu'il y a eu des plaintes au gouvernement des médias à dire, là, on veut avoir de l'argent de Meta, sinon on ne crée plus de contenu? Parce il semblait se satisfaire, les médias, d'avoir une plateforme qui amène du trafic sur le site Internet où là, les clics sur les publicités et tout ça fonctionnent. C'est là, je reviens à ce que je nommais d'entrée de jeu, puis pourquoi j'ai fait une longue introduction. C'est qu'il y a une crise au niveau médiatique à cause des revenus, les revenus publicitaires particulièrement. Donc, s'il n'y a plus de revenus qui rentrent dans les médias, il n'y a plus de médias essentiellement qui peuvent survivre, à moins de trouver des alternatives, évidemment, par du financement public. Mais la compagnie ou les compagnies qui font des gros revenus avec ça, qui sont paradoxalement des compagnies américaines. Donc, on envoie notre argent complètement dans des pays étrangers. Puis ça, moi, ce que je trouve particulièrement choquant, Justin Trudeau n'a pas arrêté ses publicités sur Meta, sur Facebook. Et Stephen Harper, pas Stephen Harper, excusez-moi, Pierre Poilievre non plus. Et ça, il y a un grand paradoxe qui est extrêmement choquant. C'est contradictoire. Moi, je l'avais fait pour ma première campagne, puis quand j'ai réalisé une fois élu l'ampleur de ce que ces compagnies-là, j'en ai jamais fait comme élu des publicités. Mais cependant, tu es quand même sur Facebook, pareil. Oui, tout en étant conscient que mes algorithmes ont complètement perdu
la diffusion qu'ils avaient. Et ça aussi, c'est quelque chose de choquant. Parce que j'ai refusé d'acheter de la publicité sur ces plateformes-là, la diffusion de ma page est rendue, somme toute, assez limitée. Donc, il y a des conséquences aussi à se poser. C'est de dire comment ces multinationales-là sont capables de dire aux gens de la population, ben moi, je me fous complètement de vous autres. J'ai le goût d'utiliser un mot vulgaire, je le ferai pas. Mais tu sais, c'est ça la réalité. Pourquoi? Parce que c'est eux qui engrangent des revenus et il y a un pouvoir qui est supérieur même à celui des gouvernements, en tout cas qu'ils se donnent. Effectivement. Qu'est-ce qu'on souhaite à travers ça? Et puis à travers ces 18, c'est que l'argent qu'ils engrangent, est-ce qu'ils peuvent en redonner une partie à la communauté, une partie aux créateurs de contenu, une partie à nos médias locaux et régionaux et même nationaux pour pouvoir s'assurer qu'on maintienne un écosystème de nouvelles qui, évidemment, leur a servi à eux aussi. Comment qu'on est capable de ramener cet argent-là? On estime à 200 millions la valeur de ça par année minimum. Donc, le fonds d'urgence serait 50 millions au moins pour les 3 prochains mois. Mais est-ce que le gouvernement, réellement, prendrait cet argent-là et le rediffuserait au travers des médias? Ben, il n'a pas le choix de le faire. Est-ce qu'on peut se permettre de ne plus avoir... une transparence là-dedans? Ben, c'est pas tant qu'un enjeu de transparence, c'est que le fonds a été créé pour ça. La loi va être faite a été créée pour pouvoir amener de l'argent, ramener de l'argent dans l'écosystème de la création de la nouvelle. Et ça, ben, ça passe par, évidemment, des organismes ou des médias, que ce soit à la fois privés ou publics ou coopératifs. Là, on le voit même avec les... Tu sais, la presse est devenue une coop, essentiellement. Là. Tu sais, le monde des médias s'est transformé énormément. Et il faut être capable, à un moment donné, je pense, de mettre un point. Puis, c'est une des choses que suggère le Bloc québécois. Est-ce qu'on fait des états généraux sur la situation de nos médias ou en tout cas un grand sommet pour pouvoir prendre conscience de l'ampleur de la crise? Parce que c'est sûr qu'un média est toujours mal placé pour dire « ben moi, j'ai coupé du monde. Mais oui, très impopulaire et il n'annoncera pas une propre... Ben, enfin, il va informer, mais tu sais, c'est toujours un peu difficile de nommer une propre mauvaise nouvelle, mais l'ampleur de la crise, l'ampleur, tu sais, montrer les livres qu'il y a dans les compagnies de médias, comment c'est difficile à rentabiliser. Il y a des initiatives qui existent, évidemment, comme le support à des emplois qui sont créés, mais sont surtout dans l'écrit, ou en tout cas, ça prend de la créativité pour pouvoir l'amener sur d'autres plateformes de création de contenu, pour pouvoir subventionner des emplois de journalisme, particulièrement dans les régions. Et là, c'est comme ça qu'on s'assure d'une certaine diversité. Mais est-ce qu'on peut l'élargir, ce crédit-là, ou cette subvention-là pour des emplois? Est-ce que ça vient du gouvernement fédéral? Est-ce que ça peut être utilisé aussi en télé, à la radio ou ailleurs, davantage que juste l'aspect écrit ou en tout cas qui existe présentement? Surtout que les médias sont de plus en plus, puis Médiaté en est un bel exemple, multiplateformes. Donc, comment on fait pour investir dans les médias? Comment on fait pour supporter les emplois de journalistes directement? La création d'un fonds d'urgence qui équivaut à 3 mois là, de ce que amèneraient les revenus de ces 18 en attendant qu'ils arrivent. Ça, c'est une des revendications du Bloc québécois. Donc, on parle d'un 50 millions qui est le quart des 200 millions qu'on estime que... c'est pas banal, là, 200 millions par année. Meta, Google et autres pourraient donner comme revenu pour création de contenu médiatique un sommet de réflexion sur la situation de nos médias. Mais c'est notre écosystème régional, c'est la survie de nos médias régionaux, c'est la survie de notre nouvelle régionale et conséquemment de la capacité de s'unir, de se développer ensemble, d'entendre parler des nouvelles de notre voisin, des exploits sportifs de nos équipes, de nos jeunes équipes. La communauté, vraiment, le rassemblement. C'est fondamental. Donc, il y a quelque chose en ce moment, quand on voit les perspectives, ben, on ne peut pas exclure que si la tendance se maintient, il va y avoir beaucoup de fermetures de médias d'ici un horizon très court, là, 1 à 2 ans maximum. Puis déjà, c'est très difficile. Là, on en est rendu où, justement, avec Meta, le gouvernement et Meta? Donc, on demande 50 millions. Où on en est là-dedans? 50 millions, c'est la demande du Bloc québécois pour créer ce fonds d'urgence en attendant. C'est 200 millions total, mais là... verse les revenus qui devraient rentrer dans les coffres de l'État dans le contexte de C-18. On en est où? C-18 a été adopté au mois de juin. Il y a comme 6 mois pour mettre en place comment la loi va s'appliquer par le gouvernement et donc les exigences auxquelles devront se conformer les différentes entreprises, en tout cas qui tirent des revenus de cette façon-là. Évidemment, eux la contestent. Le fait de bloquer les nouvelles sur Facebook et Google est une mesure de protestation, évidemment, là-dedans. C'est un rapport de force et autres. Eux estiment que ça ne va rien changer sur un achalandage. Et
peut-être qu'ils en ont réussi leur démonstration et c'est là un grand drame. Et c'est là aussi qu'on doit se dire, est-ce qu'on doit même réfléchir à trouver des alternatives que Facebook? Pourquoi il n'y aurait pas un espèce de Facebook québécois qui pourrait se créer en parallèle? Si même cette même compagnie-là, Meta, a créé son propre réseau parallèle pour compétitionner Twitter, qui est maintenant X, pourquoi qu'on ne ferait pas la même chose? Pouvoir réunir notre communauté. Et là, l'intelligence artificielle... Et un des enjeux à travers ça, l'écosystème demande une action rapide. Jusqu'au mois de décembre, on est dans cet esprit de challenge-là, de revendication. À partir de décembre et janvier, les revenus doivent commencer à rentrer. Okay. Si ça ne se passe pas, ben là, la ministre Saint-Onge devra poser des gestes de force. Et quels sont ces gestes? Ben, en même temps, est-ce que c'est de pénaliser Facebook? Est-ce que c'est de les poursuivre? Est-ce que c'est d'exiger leur conformation à la loi? Là, il y a un bras de fer qui doit se faire de façon beaucoup plus rigoureuse que la simple négociation de bonne foi, dans lequel ces compagnies-là n'ont pas démontré leur bonne foi. Bien au contraire, ils ont fermer l'accès à leur plateforme. Puis on rappelle l'impact, 95% des clics de plateformes comme Médiaté, comme nos médias régionaux, comme nos journaux locaux, qui ne se font plus, donc qui n'ont plus accès à la population qu'ils doivent desservir et conséquemment, leur publicité qu'ils vendaient déjà dans leur plateforme, bien là, ils montrent des statistiques qui sont 20 fois plus petites. Donc, il y a encore moins capacité de faire des revenus auprès des entreprises locales. Mais là, est-ce que les discussions sont ouvertes entre les deux parties? Bien, ce que moi, je constate, c'est pas moi qui est porte-parole de cet enjeu-là, mais il n'y a pas de réelle volonté en ce moment de la part ni de Meta, ni Google, ni les autres de pouvoir montrer patte blanche ou de montrer une bonne volonté. Au contraire, dès l'adoption de la loi, ils ont adopté la ligne dure en disant, bien nous, vous voulez pas qu'on diffuse, bien regarde, on le ferme. Puis c'est même pas qu'on veut pas qu'on diffuse, on veut juste partager une partie des revenus que vous faites, que vous redonnez aux créateurs de contenu. Parce que ça va de soi dans notre écosystème que si tu vas à un spectacle, tu écoutes une chanson, ben le créateur de la chanson a une partie de revenus pour payer pour son œuvre. C'est pas parce que tu as créé une plateforme que tu peux t'approprier tous les droits et d'être payé des milliards de dollars parce que tu as une plateforme. Mais si tous les pays faisaient la même chose... Et c'est là le défi, c'est qu'on est quand même dans un écosystème de pays souverains. L'Australie a tenté de faire une loi assez robuste et se sont fait prendre en charge assez violemment par Meta. Et c'est là où le Canada a tenté aussi d'agir de cette façon-là. Et il veut être pris en exemple par ces plateformes-là pour donner le message à tous les autres pays. Ne faites pas une loi semblable parce que nous autres, on va vous saigner. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire et c'est ça qui est totalement inacceptable. Et c'est pour ça que moi, je supporte dans ce contexte-là le gouvernement à pouvoir, puis le Bloc québécois est derrière, à pouvoir s'assurer de maintenir une ligne dans laquelle on ne plie pas derrière ces multinationales-là parce que sinon, on est complètement cuit. Alors là, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un Québécois qui se mette à créer. À créer, sous forme d'intelligence artificielle, un nouveau Facebook, mais un Facebook québécois qui permettra à toutes les entreprises d'information médiatique de pouvoir être vues et entendues pour les consommateurs. Mais en souhaitant que ces gens-là vont avoir le réflexe d'y aller. Aussi. De la même façon qu'ils sont allés sur Facebook. Est-ce que vous lâcheriez Facebook demain matin? Ça va être une transition. Je peux dire que ma présence est beaucoup moins active, tant comme consommateur que comme diffuseur, mais ça reste encore un incontournable. Et parce que c'est là où que les gens se retrouvent, c'est difficile de ne plus y être. Il y a vraiment des questions à se poser, mais pour l'instant, pourquoi ces gens-là agissent en voyous? Ben moi, je trouve ça totalement inacceptable. Ils doivent payer pour le contenu dont ils profitent et conséquemment redonner une partie à nos créateurs de nouvelles en région particulièrement pour sauver nos écosystèmes médiatiques. Merci de nous éclairer sur ce sujet. Maintenant, on peut voir qu'il y a une suite, il y a une continuité de discours peut-être un peu fermés de discussions un peu fermées entre les deux, mais au moins, il y a des actions qui sont l'échéance arrive, qui sont prises. Et là, ça va être intéressant de voir à partir de décembre et janvier quelles nouvelles actions vont être prises. Est-ce qu'il va y avoir de l'escalade? Est-ce que Facebook va aller encore plus loin dans ses menaces ou vont finir par plier puis remettre de l'argent? Ben, c'est ce qu'on souhaite. Parfait. On va faire un suivi avec toi là-dessus l'année prochaine. Là, on va aller à une pause, hein? Une petite gorgée d'eau, ça va faire du bien. Puis nous, ben, on va être de retour dans quelques minutes. De retour en studio avec Sébastien Lemire.
Le troisième volet, Sébastien, on va aller vers le plus régional. On est en Abitibi-Témiscamingue. C'est ta circonscription. C'est passé beaucoup de choses dans la région. Alors, entre autres, on va faire un retour sur le Forum jeunesse que tu participes, là. Bien, ça me fait plaisir que vous le nommez parce que c'est un projet de loi qui me tient personnellement à cœur. Je ne sais pas si c'est un projet de loi, là, tu vois la déformation. Un projet personnel, mais aussi collectif. Moi, le Forum jeunesse, d'abord, il y a une vingtaine d'années, j'ai siégé comme administrateur. Ça a été l'opportunité pour moi de rencontrer des jeunes de partout dans la région. Puis tous ceux qui sont passés par le Forum jeunesse, la Abitibi-Témiscamingue, vont vous témoigner à quel point ça l'a amené à voir grand, à voir régional, à développer un sentiment d'appartenance envers ce qui se passe à Val-d'Or, à Amos, à La Sarre, au Témiscamingue, dans des zones rurales comme dans des zones urbaines, parce que on est une région qui est peut-être éloignée, mais qui est aussi tissée serrée et qui, si on ne se parle pas, bien, on ne s'entendra pas et on est condamné à vivre ce sentiment d'être loin de tout, quand au contraire, on peut se sentir notre centre de l'univers. Puis... Juste avant de continuer, peux-tu nous dire, c'est c'est quoi la cible de jeunes qui est là? Est-ce qu'ils sont des entrepreneurs? Est-ce qu'ils sont des étudiants? C'est qui, au juste, qui participe à ce forum-là? Le Forum jeunesse couvre l'ensemble des jeunes de 12 à 35 ans. OK. Donc, c'est assez large et ça l'existait. Le Forum jeunesse est tombé jusqu'à récemment, au 28 octobre, avant qu'on annonce cette relance-là par un événement régional jeunesse. Ça a duré à peu près je vais me permettre une chronologie. Le premier Forum jeunesse, selon la légende, était un peu fait chez nous. Une revendication de 3 jeunes qui ont voulu prendre leur place dans le développement régional. Vous voyez ce qui se passe au niveau notamment du CRDAT, donc dans lequel mon père était notamment impliqué, était directeur général. Et ces jeunes-là, on veut avoir notre voix à dire. On aimerait ça créer un comité jeunesse et autres. Et ça s'est fait. Et comme ça que s'est créé un premier forum jeunesse avec des objectifs, mais aussi de mettre des ressources à la disposition de ces jeunes-là pour pouvoir créer justement leur contenu, faire le suivi et autres. Par la suite, le gouvernement du Québec, dans le contexte du Sommet du Québec et de la jeunesse, donc au tournant des années 2000, le ministre de l'époque était François Legault. Ceci étant dit, je fais une parenthèse rapide, mais a créé justement ce fonds-là de 10 millions pour créer les forums jeunesse et leur donner même un levier de développement qui était les FRIJ, les fonds régionaux d'investissement jeunesse. Donc, au même titre qu'exemple, la conférence des préfets ou à l'époque la CRE, la conférence régionale des élus ou le CRDAT avait un fonds de développement régional. Donc, pour investir de l'argent dans des projets régionaux, le forum jeunesse avait la même chose pour lever des projets par et pour les jeunes. Donc, les jeunes qui sont réunis en conseil d'administration, qui viennent de partout de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, donc de toutes les MRC, sont capables de dire, nous, c'est où qu'on veut amener notre pouvoir d'action. On veut que les jeunes s'impliquent davantage. On veut que les jeunes développent un sentiment d'appartenance, comprennent c'est quoi, s'engagent. La participation citoyenne a été ciblée. D'ailleurs, dans chacun des forums jeunesse, il y a eu des agents de participation citoyenne. Donc, il y avait comme mission d'aller dans des carrefours jeunesse emploi, dans des écoles, à la rencontre des jeunes directement pour leur présenter c'est quoi l'engagement, c'est quoi des partis politiques, la gauche, la droite, l'importance de faire du bénévolat et de s'engager, de développer des projets dans leur milieu. Moi-même, j'ai été agent de participation citoyenne pendant près de 6 ans à l'île de Montréal, quand j'étais à Montréal, mais en lien évidemment avec le Forum jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue. Le Forum jeunesse a connu son âge d'or jusqu'à là. Mais à un moment donné, les libéraux ont arrêté de financer les forums jeunesse. Et ce financement-là n'a pas été recréé par la CAQ. Moi, je veux saluer le leadership de plusieurs jeunes, particulièrement de la région, qui ont tenu à bout de bras les forums jeunesse et qui ont continué à s'impliquer parce qu'ils croyaient en la relance du forum jeunesse et espéraient mettre de la pression sur le gouvernement du Québec pour refinancer cette structure-là parce qu'elle est tombée de son financement au même titre que la conférence régionale des élus a perdu son financement et tout l'écosystème de la concertation si cher à la région. Ceci étant dit, on est peut-être une des seules régions dans lesquelles ça fonctionnait bien. Dans plusieurs autres régions, ça amenait beaucoup de tirage de couvertes, puis ça n'avait pas nécessairement le même succès que ça l'a eu chez nous en région. Parce que pour comprendre pourquoi les forums jeunesse et les CRE ont été abolis de cette façon-là, je pense qu'il faut comprendre qu'ailleurs, ça n'a pas été aussi bien. Parce que justement, il y avait de l'argent, donc ça a amené plus des contextes de chicane peut-être que de concertation. Mais en même temps, moi, je crois fondamentalement à ça. Puis la place de la société civile, elle est importante. Comment les gens qui font du développement régional ailleurs, que ce soit dans les milieux syndicaux, que ce soit des groupes de femmes,
femmes, que ce soit évidemment des entreprises, des chambres de commerce, des élus, c'est un rôle fondamental, qui sont là tant au niveau municipal, provincial ou fédéral, on pouvait se retrouver autour d'une table. Donc, le Forum Jeunesse, c'est cette table-là qui touche les jeunes de 12-35 ans, qui touche des jeunes d'un peu partout et qui réfléchit, qui prend position, qui fait des débats, qui... Est-ce qu'il y avait des choses concrètes dans le marché économique ou autre? Bien, dans le contexte, le Forum Jeunesse avait créé notamment toute la stratégie d'appartenance, de valorisation à Abitibi-Témiscamingue. Okay. On pu, notamment, beaucoup d'initiatives en culture. Comment on vient en aide à nos jeunes créateurs qui sont peut-être dans leur sol, peut-être ailleurs, comment qu'on peut créer des lieux de diffusion, comment qu'on peut créer des initiatives pour les encadrer, les outiller. C'est des éléments qui étaient ressortis beaucoup des forums jeunesse, comme je dis, tout le volet de promotion de la participation citoyenne. À l'île de Montréal, on avait créé le électeur en herbe, donc, qui existe encore puis qui est repris maintenant par Civix ou d'autres initiatives. Mais comment qu'on amène les jeunes dans les écoles primaires et secondaires à exercer un premier droit de vote avec les vrais bulletins de vote dans un vote fictif, mais amener les débats dans les écoles, notamment. Les forums jeunesse, ça a créé tout ça. Mais en même temps, tout ce réseautage-là de jeunes qui occupent beaucoup des fonctions très importantes dans la région à différents endroits qui sont passés par les forums jeunesse. Donc, ce que j'ai voulu faire avec mon équipe, c'est recréer. Avec aussi la collaboration du noyau sortant du Forum jeunesse qui, eux, faute de bonnes nouvelles, ont un peu baissé les bras tout en ne souhaitant pas abandonner complètement ce bébé-là qui était le Forum jeunesse qui tient tant à cœur à tellement de gens. Donc, on a recréé un événement régional jeunesse le 28 octobre dernier. Et là, je voudrais remercier notamment le ministre de la Jeunesse, Mathieu Lacombe, qui a été présent et très généreux de son temps. Mais Mathieu Lacombe, qui était aussi le ministre régional jusqu'à quelques jours avant, qui est lui-même passé par le Forum jeunesse des Laurentides. Parler de son expérience, l'importance que ça a, la jeunesse, puis de la développer, puis en même temps... lui donner des outils pour prendre sa place, pour pouvoir prendre parole aussi dans les médias. On a eu un panel avec notamment Vanessa Limage, qui est animatrice à Radio-Canada, David Lecourt, qui est président de la Chambre de commerce, qui est avocat, Chambre de commerce de Rouyn-Noranda, avec Alexandre Binette, qui est le maire de Moffett, qui avait le village le plus dévitalisé au Québec, puis qui en a fait un succès parce que, justement, il y a une attractivité, commençant par un marché public, après ça, une place publique qui est devenue un lieu de spectacle, qui accueille un festival et autres, et là, un nouveau projet de voitures d'autopartage électrique pour son village, pour pouvoir notamment aller à l'épicerie et autres. Bref, des beaux projets de ce côté-là. Et Laurie Côté-Sarrazin, qui est une productrice agricole, qui est la propriétaire des viandes côté Bordelot, et tout le défi de l'agriculture pour des jeunes. Et ces 4 personnes-là sont aussi des jeunes qui ont connu à une certaine époque aussi l'importance de l'implication, de la concertation, qui sont engagés et qui sont des modèles. Donc, on les a réunis. Il y a eu des élus. Je salue Claire Bolduc qui a participé. Pierre Dufour est venu également avec nous. Il y a eu des élus aussi du côté municipal à Rouyn-Noranda. Et dans l'après-midi, on réfléchit à la conception. Qu'est-ce qu'on voit? L'avenir de l'Abitibi-Témiscamingue dans 10 ans et quels éléments on a à mettre en place maintenant puis qui peut être des projets, des leviers que le Forum jeunesse doit mettre en place pour pouvoir réaliser cette Abitibi-Témiscamingue du futur-là. Une AGA, dans laquelle on a élu notre premier conseil d'administration qui va repartir le Forum. Et c'est vraiment à eux que nous, on veut donner la responsabilité. Donc, le rôle de mon bureau a été d'organiser cet événement-là, puis mon rôle personnel aussi là-dedans. Il y a une ressource qui est consacrée pour pouvoir organiser le Forum jeunesse, donc préparer les rencontres, évidemment, l'ordre du jour avec l'équipe qui est en place, les procès-verbaux. On va avoir à faire des recherches, des demandes de subventions et autres. Parce que le souhait, c'est de faire en sorte que le Forum jeunesse redevienne autonome, peut-être dans une échéance d'un an ou deux, on verra, mais qu'il puisse voler de ses propres ailes. Moi, je voulais leur donner des ressources, je voulais leur repartir, peut-être mettre à profit ma notoriété aussi là-dedans, mais dans un projet qui me tient à cœur, parce que pour moi, ça a été important. Puis même quand je suis revenu dans la région en 2015, j'ai été coordonnateur essentiellement bénévole pendant 2 ans pour pouvoir redonner au Forum jeunesse. En 2017, excuse-moi, je suis revenu, pour pouvoir essayer de créer ça, le Forum jeunesse. Que ce soit un engagement électoral à l'élection de 2018, que les gens s'engagent à vouloir recréer cette instance-là de concertation par et pour les jeunes. Donc, je l'ai pris sur moi. C'est un de mes engagements aussi, là, de créer des comités aviseurs aînés et jeunes. Celui des jeunes, je pense, à repasser par la structure du Forum jeunesse et de souhaiter. Donc, il y a des jeunes d'Amos, il y a des jeunes de partout. Fait qu'il y avait des jeunes de partout de l'Abitibi-Témiscamingue qui étaient là. Une cinquantaine de personnes se sont réunies cette journée-là, dont plus d'une trentaine de jeunes. Donc, pour moi, ça a été
été un succès. Je ne vous cache pas que c'est quelque chose qui m'a angoissé un peu. J'ai compris un peu plus la pression. Puis en même temps, le défi de voir que les jeunes ne sont plus nécessairement aux mêmes endroits qu'ils étaient il n'y a pas si longtemps, où moi, je les ai connus. Les associations étudiantes, particulièrement, moi, c'était à ce titre-là, comme président de l'association étudiante du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue que j'étais au Forum Jeunesse. Mais là, maintenant, ces organisations-là n'ont pas nécessairement le même dynamisme que les jeunes qui ont vécu la pandémie, n'ont pas nécessairement la même habitude de l'engagement, de la participation citoyenne. Donc, autant que le Forum Jeunesse était ce lieu, ce carrefour-là où les jeunes engagés se retrouvaient, puis wow, on n'est pas tout seul à vouloir refaire notre monde, puis aimer notre région, puis à vouloir y contribuer, bien là, il va falloir recréer peut-être cette dynamique-là. Et ça va être peut-être un des mandats premiers que va se donner le Forum Jeunesse. Mais je rappelle, c'est par et pour les jeunes. Et c'est les jeunes qui devront décider où on s'en va avec cette structure-là, tout en ayant le défi de se financer, le défi peut-être de recréer une ressource autonome, puis d'avoir un fonds qui va leur permettre de pouvoir s'impliquer là, concrètement dans le développement régional, mais de créer des projets qui leur appartiennent. D'ici là, est-ce que ce sera quoi? Est-ce que ce sera un podcast? Est-ce que ce sera de prendre position quand il y a des annonces de ministres qui concernent les jeunes de la région? Est-ce qu'il y a des gens qui prennent position au niveau de la jeunesse? Est-ce qu'ils ont la crédibilité pour le faire? Bien, actuellement, peut-être qu'on les cherche un peu plus. Bien, les représentants du Forum Jeunesse, un éventuellement présidente ou président, pourra prendre ces positions publiques-là dans le débat. Peut-être venir à votre micro pour justement vulgariser c'est quoi les besoins qu'ont la jeunesse, de s'appuyer sur des études et autres. Donc, le potentiel est immense, mais il fallait recréer un point de départ et c'est ce que j'ai voulu faire le 28 octobre. Puis, il y a quand même plusieurs enjeux là, qui pendent au bout de leur nez. Là, les aspects financiers qui ont été coupés, ça, c'est une grande part. Fait que c'est tout du bénévolat là, qu'ils font. Là. Ah oui, en ce moment c'est ça le défi, c'était de faire un événement qui était le moins de coûts possible. Je remercie l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'UQAT, qui nous a prêté l'Atrium pour le besoin de la cause. C'est sûr que, tu sais, mon bureau puis le budget qui restait un peu au Forum Jeunesse va être utilisé pour notamment payer les repas puis tout ce qui avait été là, mais les gens y ont participé de façon bénévole. Puis effectivement, tant qu'on ne sera pas capable de trouver un revenu de financement autonome, bien, les ressources vont être trouvées. Puis là, je salue Mishka Caldwell-Pichette, qui est une jeune du Cégep, qui a grandi, notamment qui est dans les structures comme l'INM, qui s'en va à la COP, etc., qui fait partie de mon équipe de travail. Bien, c'est elle qui a le défi de la coordination de ça, puis d'inspirer ces jeunes-là à pouvoir s'impliquer au Forum Jeunesse. En tout cas, à date, c'est très prometteur. Mais c'est effectivement quelque chose qui n'est pas habituel pour un député. C'est pas dans nos mandats premiers, mais pour moi, ça répond aux besoins que j'ai de me rapprocher de la jeunesse. J'arrive sur 40 ans dans la prochaine année. Et déjà là, je sens que la jeunesse évolue, elle évolue rapidement. Et je veux garder ce contact de proximité-là. Le moyen, bien, pour moi, c'était par le Forum Jeunesse, en espérant que ça va influencer beaucoup de gens aussi. De quelle façon qu'ils trouvent les jeunes? Est-ce qu'ils vont dans les écoles, font des conférences pour les inciter à vouloir participer au forum? Bien, notre premier événement était le point de départ. Évidemment, la publicité a été créée un peu partout. D'abord, évidemment, sur les médias sociaux. Pas les médias sociaux. Par la page Facebook du Forum Jeunesse qui existait puis qui était évidemment un point central. Le bouche à oreille, moi, j'ai sollicité notamment plus d'une cinquantaine d'anciens des Forums Jeunesse pour qu'ils puissent dire, bon, ben, êtes-vous capable d'amener un ou deux jeunes ou si ça vous intéresse, venez faire un voto. Puis il y a plusieurs qui ont pu y participer. De pouvoir, évidemment, contacter dans les écoles. Il y a eu de l'affichage, il y a eu des carrefours, etc. On sait que, ah oui, on a reçu votre demande par 2-3 personnes nous ont sollicité. Donc, on sait que ça a été très largement diffusé. Mais comme je vous dis, les jeunes ne sont plus nécessairement là où on les a connus. Donc, comment aller les rejoindre, c'est là tout un défi. Ouais, le premier événement était là. Il y en aura un autre au courant de l'année prochaine. Mais cette gang-là va avoir à développer quelles actions ils ont le goût de mettre en place de façon réaliste, parce qu'en même temps, c'est pas un job à temps plein non plus. Tant pour notre bureau que pour les jeunes qui s'y impliquent. Donc, comment, de façon réaliste, on est capable de marquer une empreinte, mais de recréer un mouvement qui a été si important, si cher et si riche pour la région durant une vingtaine d'années. Puis moi, ben, qui a été central, je ne dis pas que je ne serais pas député aujourd'hui, je ne serais pas passé par les forums jeunesse, mais ça l'a influencé énormément ma pensée, la façon dont j'aborde mon mandat. Donc, c'est une façon pour moi de redonner, évidemment, à la communauté en souhaitant longue vie au forum jeunesse. Et surtout que la population, elle est vieillissante, donc il doit y avoir une relève, puis c'est par là que ça se passe. Là. Bien, mais c'est des expériences, le Forum Jeunesse. Comment tu vis tes premières expériences de conseil d'administration, de concertation, de compromis, de voir que tes besoins qui sont évidemment si importants pour toi,
peuvent être en contradiction avec les besoins d'un autre. Et de négocier et de regarder puis de prendre des positions communes. Il y a quelque chose de très formateur face à la démocratie, au vivre ensemble. C'est des rôles de leadership, c'est des rôles de décision. Et après ça, quand tu arrives sur le marché du travail ou même comme acteur du marché du travail jusqu'à 30-35 ans, ça s'applique aussi dans le contexte. Et moi, ça a été effectivement des essais-erreurs qui ont été absolument importants, mais tellement inspirants pour pouvoir préparer la suite des choses dans l'ensemble de ma vie, là. Écoute, super intéressant. À longue vie, comme tu dis, au Forum Jeunesse. Là, maintenant, j'aimerais qu'on Ça intéresse parle... les gens. Là, le meilleur moyen actuellement, c'est la page Facebook du Forum Jeunesse. Oui. Ajoutez-vous, puis vous allez pouvoir avoir l'information. Ou contactez-nous par ce moyen-là, qui est le... C'est le moyen le plus facile en ce moment. Tout à fait. Alors là, on va passer au colloque sur l'agriculture du Bloc québécois, en fait, et sur le webinaire sur la rue. Ben, en fait, tu parlais de la rue. Il y avait... En fait, je recommence. L'Abitibi, c'est la ruée vers l'or, avec toutes les mines qu'il y a. Mais là, il y a la ruée vers le carbone. Bien, c'est un peu un slogan un peu provocateur, mais pas tant que ça, qu'on voulait nommer. Donc là, je nomme la deuxième partie, qui est le webinaire qu'on a fait le 26 octobre dernier à mon bureau, auquel a participé une cinquantaine de personnes, encore une fois, qui étaient donc webinaire par le web. Même, je pense que c'était un peu plus que ça. Je m'excuse de manquer le chiffre exact, là, mais qui visait essentiellement les gens de la région, mais aussi ailleurs. On a invité les gens qui sont notamment à l'origine des projets de compensation des différents gouvernements, qui soient tant au niveau Québec que Canada, au niveau provincial que fédéral, sur les programmes de compensation carbone. On s'entend qu'on est tous dans l'esprit que les changements climatiques existent. Ça fait peur. On ne sait pas toutes les déréglementations, qu'est-ce qui vont arriver. Il va y avoir l'adaptation climatique. Et une des façons de lutter contre les changements climatiques, c'est de pouvoir amener un contrôle de l'empreinte carbone et de la compensation carbone. Donc, si une entreprise va polluer, elle devra compenser la production de gaz à effet de serre. Ça se voit sur un point de vue individuel, ça se voit aussi sur grande échelle. La bourse du carbone, notamment, a été créée dans ce principe-là, dans lequel, justement, un émetteur, quelqu'un qui émet de la pollution peut pouvoir acheter des crédits de compensation pour récompenser quelqu'un qui fait des bonnes actions environnementales, qui, lui, va pouvoir aller chercher un revenu pour financer ces bonnes actions-là. Donc, il y a un échange qui se fait même avec la Californie. C'est pour ça qu'exemple, je me permets une parenthèse politique, la taxe carbone ne s'applique pas au Québec parce que nous, on a prévu un autre mécanisme de compensation et de plafonnement des émissions de gaz à effet de serre au Québec qui est bien implanté. Donc, quand les conservateurs nous disent ça coûte cher la taxe carbone, puis c'est l'accord avec Trudeau et le Bloc québécois qui est contre la taxe carbone qui fait en sorte que ça vous coûte 20 cents le litre, l'essence de plus, c'est un mensonge. Fin de cette parenthèse-là. Il y a tout un marché du carbone qui est là. Et là, nous, comme bureau, une des craintes qu'on a, puis on réfléchit beaucoup à l'agriculture, j'ai une ressource qui est engagée aussi en agriculture, notamment là-dessus comme comité. Est-ce qu'on a un danger que, notamment les minières qui arrivent dans toute l'effervescence des minéraux critiques stratégiques veulent compenser leurs émanations de gaz à effet de serre en achetant des terres agricoles et en plantant des arbres dedans? Je vais le vulgariser très simplement, mais ça a fait partie de notre prémisse, un peu de base. Comment, moi qui vois l'Abitibi-Témiscamingue comme étant évidemment minière et forestière, mais aussi agricole, puis qu'on a à préserver notre potentiel agricole, l'augmentation du climat pour nous, en tout cas au niveau de l'agriculture, peut avoir un avantage. Ça peut faire en sorte que notre saison va durer un mois et demi plus longtemps, mais ça a des répercussions. Mais si on ne prend pas acte maintenant, si on ne protège pas la ressource maintenant, nos terres agricoles que nos grands-parents ou arrière-grands-parents ont défrichées, c'est possible qu'on se fasse d'armer de pions. La bonne nouvelle que nous a amené de ce webinaire-là, c'est que, somme toute, les programmes de compensation protègent encore les terres agricoles. Par contre, on se rend compte qu'il y a une brèche qui n'est pas banale, qui est celle des terres privées et par des organismes de compensation carbone qui sont aussi du privé. Tu sais, des normes ISO ou autres, il y a des organisations internationales qui peuvent en faire et qui, eux, n'ont pas nécessairement l'obligation légale qui vient avec ce que vient avec une subvention fédérale ou provinciale. Donc, si tout se fait par le privé,
bien, il y aurait comme une espèce de marché alternatif qui pourrait se créer et qui, là, pourrait avoir un impact, effectivement, jusque dans notre agriculture, dans nos terres agricoles. Mais on constatait ça, on avait cette peur-là de plus en plus de voir est-ce qu'on est capable de trouver des solutions autres que celle évidente qui est, bon, mais si tu veux polluer, tu plantes des arbres. Puis si tu plantes des arbres, ben tu le fais où? Tu le fais dans où il n'y a pas d'arbres déjà. Donc, dans des terres en friche. Bien, on a plus de 50 des terres en friche au Québec sont en Abitibi-Témiscamingue. On parle de 65 000 à 85 000 hectares de terres en friche. C'est donc tout le potentiel agricole de l'Abitibi-Témiscamingue pour la relève, etc. Mais tu sais, moi, une des préoccupations, est-ce qu'on pourrait créer ça, un programme, au lieu de planter des arbres? Est-ce qu'on est capable d'offrir une terre agricole à la relève et lui donner les conditions gagnantes? Donc, une terre en friche qui a été abandonnée depuis une vingtaine d'années, peut-être, la reconditionner vers l'agriculture. D'autant plus que beaucoup d'études, notamment du côté de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, particulièrement au Témiscamingue, va développer le fait qu'il y a de la captation carbone qui se fait en agriculture et que l'agroforesterie, cet accompagnement-là, à la fois d'agricole et de forestier, peut faire en sorte qu'on atteigne des objectifs environnementaux tout en ayant une meilleure production de nos terres agricoles. Donc, comment on est capable de stimuler ces éléments-là sans perdre le potentiel forestier, puis en même temps, la préoccupation environnementale demeure fondamentale, mais que ce ne soit pas juste une case que, exemple, je vais le renommer comme ça, une minière pourrait cocher en disant, bon, mais moi, je ne vais polluer tant, bien, je vais compenser à temps, je plante tant d'arbres dans un milieu, je coche ma case, ça m'a coûté 50 000 merci, bonsoir. Exact. Et là, de façon répétée, on pourrait tuer le potentiel agricole de notre région qui va faire face à un tournant immense dans les prochaines années. Et c'est là qu'il, à mon sens, il fallait agir. Donc, le webinaire est un outil de sensibilisation pour lequel je pense qu'on a tous prendre conscience de ce potentiel-là et de ce danger que ça a pour nous. L'importance de mettre en place des outils de concertation, l'importance aussi de valoriser les travaux qui se font tant du côté de l'URDAT, l'université, que nos think tanks forestiers dans la région pour pouvoir mettre en valeur ce savoir-là, le partager et d'agir, puis en même temps d'être conscient que, oups, il y a des zones noires auxquelles on est à risque. Oui, c'est ça. Et aussi, malheureusement, les forestières prennent de plus en plus de place à planter des arbres. Puis, il y a aussi des ex-agriculteurs qui ont laissé aller leurs terres également. Là. Donc, c'est un fléau, ça aussi, là, en Abitibi. C'est difficile de les blâmer parce que le prix pour une terre agricole en Abitibi-Témiscamingue est un des plus faibles au Québec. Si le montant reçu est plus important que tu le donnes à quelqu'un qui fait, évidemment, toute la question de l'enjeu de la spéculation. Il y a ceux qui viennent des entreprises agricoles de Montréal qui vont juste planter du foin puis le récolter une fois par année. Ça ne fait pas vivre nos villages, ça ne fait pas vivre un dépanneur. T'sais. Cet aspect-là est déjà difficile. L'accès aux terres pour la relève, il n'y a pas nécessairement de programme d'encadrement qui sont particulièrement généreux pour s'assurer de passer, puis surtout que les défis ont été majeurs. Là, on s'entend. La sécheresse qu'on a vécue en Abitibi-Ouest particulièrement, le compte d'urgence qui est un des enjeux qui demeure. T'sais, on a emprunté de l'argent dans le contexte de la COVID, mais on se rend compte que 3-4 ans plus tard, remettre cet argent-là est très difficile. Nous, on demande un report de ce compte d'urgence-là, mais donner des conditions gagnantes à nos producteurs agricoles, particulièrement sur la relève, est un défi qui est immense et qui est loin d'être acquis parce que notre agriculture, elle est différente de partout ailleurs au Québec et au Canada. On est sur un sol argileux, on est en milieu un peu plus nordique, nos saisons sont plus limitées, on est à 800 km à peu près des abattoirs. Donc ça, c'est un autre défi d'infrastructure. Il va falloir amener des conditions spéciales à notre agriculture. Mais un de ceux-là qu'on voyait qu'il fallait identifier rapidement, c'est de s'assurer qu'on ne détruit pas l'écosystème. Donc, tu sais, je ne veux pas blâmer que les compagnies forestières veulent poursuivre leur développement, puis on s'entend tout ce qui arrive avec les feux de forêt. Je pense qu'il va y avoir un défi dans les prochains mois, en tout cas, d'agir rapidement pour aller chercher cette matière ligneuse-là qui demeure, en tout cas, dans les feux de forêt qui est encore utilisable. Mais il y a une cohabitation du territoire. Puis on est une région dans laquelle cette cohabitation-là se fait le mieux là, entre les entreprises forestières et agricoles. Il y a des lieux pour le faire, mais en même temps, c'est là aussi que le plus de, comme je disais tantôt, de terre en friche et que si le gouvernement, puis là, je ramène exemple la promesse de 2 milliards d'arbres de Justin Trudeau, qui est très, très loin d'arriver proche de ses fins, c'est un programme qui n'a pas atteint ses ambitions loin de là.
Mais si vous voulez le faire, est-ce que finalement, on aurait déjà commencé à planter là où il y a de l'espace, c'est-à-dire chez nous, en tuant notre potentiel agricole? C'est ça le drapeau rouge qu'on voulait lever. Puis le webinaire a servi aussi à lever ce drapeau rouge-là, tout en invitant et à poursuivant nos initiatives de leadership et de concertation pour pouvoir poser des gestes pour maintenir, préserver et développer notre agriculture. Et surtout, tu sais, on doit réfléchir sur la situation qui s'est passée en COVID, au moment de la pandémie, où, à un moment donné, les États-Unis et le Canada ont tout arrêté les frontières. Donc, la plupart de la nourriture provient de l'extérieur du Québec. Puis là, tu t'aperçois qu'il y a une pénurie là, de nourriture là, qui est en train de se faire. C'était coupé trop longtemps. Donc, il y a une insécurité alimentaire qui s'est causée, là. Alors, ça, c'est un autre fléau. Fait que c'est pour ça que c'est important d'investir et de mettre de l'argent sur la relève pour qu'ils repartent l'agriculture. On a des belles grandes terres ici, en Abitibi-Témiscamingue, c'est de repartir. Et ils vont être cultivés peut-être autrement, justement, avec le changement climatique aussi. On va avoir des légumes, des fruits qui peut-être vont être moins saisonniers, mais plus à l'année aussi, avec la nouvelle technologie et avec l'intelligence artificielle également. Et c'est là comment nourrir notre monde, notre souveraineté alimentaire, notre résilience alimentaire, comment développer notre agriculture. C'était le cœur du colloque qu'a organisé le Bloc québécois auquel j'ai participé, même animé une partie sur nos outils de développement régional au niveau de l'agriculture, les infrastructures et les besoins d'agriculture en région. Donc, c'est organisé par mon collègue Yves Perron. Ça s'est passé du côté de Saint-Rémy, donc sur la rive sud de Montréal. Et pendant une journée, on était à peu près 70-100 personnes, réfléchir l'importance de notre agriculture, mais aussi comme élus aussi de pouvoir se rendre un peu imputable de nos actions, mais d'entendre des gens de différents milieux, que ce soit Bœuf Québec, que ce soit une propriétaire d'abattoir, qui amenait la façon dont il fallait être audacieux pour s'assurer de réussir en agriculture. Comment aussi une certaine critique de certains programmes qui sont mal adaptés à la réalité agricole. Oui, en Abitibi-Témiscamingue, mais de partout. Aussi au Québec, les attentes face au MAPAC, mais aussi face au gouvernement fédéral. Comment les programmes agri, notamment, les programmes d'assurance, vont pas toujours avoir les effets escomptés. Est-ce qu'on a la volonté réelle, puis ça, c'est peut-être le cœur, de développer notre agriculture au Québec? Est-ce qu'on a le luxe de ne pas la développer? Est-ce qu'il y a un coût environnemental à tout ça, d'exporter, d'importer des choses aussi et autres? Comment on peut mieux soutenir, mieux développer, mieux produire des légumes, du bœuf, des produits de toutes sortes au niveau de l'agriculture. Puis de la transformation aussi. De la transformation, ça, qui est un des enjeux. Absolument. Ah oui, absolument. Puis quand on voit l'impact et puis là, tu m'amènes un peu sur un autre sujet, je vais faire une parenthèse, mais tu sais, le coût du panier d'épicerie, c'est un enjeu majeur. Mais tu sais, nos producteurs agricoles font de moins en moins d'argent, puis même que c'est des années qui sont très critiques pour le maintien en opération de nos producteurs. Les transformateurs, leurs marges ont diminué énormément. Le fait que les prix ont explosé, quand vous êtes payé en pourcentage, et puis vous avez besoin de vendre n'importe quoi, une tarte d'un prix X pour pouvoir la rentabiliser, mais quand on vous vend des pourcentages, puis vous êtes conscient qu'à chaque fois qu'il y a une augmentation des prix, bien, c'est le pourcentage des compagnies de distribution, notamment, qui vont prendre des cotes. C'est ça. Bien, ça a un impact sur le prix que va payer le consommateur, qui lui est rendu comme à peu près 2 fois plus élevé, mais aussi le transformateur puis le producteur agricole ne font pas plus d'argent. À un moment donné, il y a une réflexion qui est à faire, mais les monopoles, particulièrement dans le milieu alimentaire, agroalimentaire, ont créé ça. Donc, ça aussi, ça fait partie des réflexions qu'il fallait mettre sur la table. Le gouvernement doit faire quelque chose là-dessus. Tu sais, bien sûr, c'est du privé, mais en même temps, c'est aux dépens des consommateurs aussi. Alors, il faut trouver le juste milieu pour tout le monde, qu'on puisse vivre et non survivre à tout ça. Il y a un projet de loi qui est en cours pour limiter les aspects de la concurrence qu'on souhaitait depuis longtemps. Puis ça, cette concurrence-là se manifeste aussi dans les télécommunications, mais ça se manifeste dans les banques, ça se manifeste dans les grandes compagnies pétrolières, mais aussi les grandes épiceries. Il y a peut-être trop de fusions qui ont été faites. Puis après ça, ça devient des oligopoles qui sont tellement, tellement puissants et qui se ramassent tout l'argent puis qui vont être capables de signer nos gens. Le projet de loi C-56 qui a été présenté au début de l'année, qui, lui, allait chercher notamment
également l'augmentation, en fait, l'abolition de la TPS sur la construction de logements locatifs. On en a entendu parler en septembre, en octobre particulièrement, est encore stallé, si vous me permettez l'expression, bloqué à la Chambre des communes, puis là, dans le contexte, par les conservateurs qui ont décidé qu'ils n'en voulaient pas et qui, là, n'est pas appelé depuis plusieurs semaines. Donc, on a arrêté les débats sur C56. Moi, quand j'ai pris la parole là-dessus, j'ai mis en valeur les circuits courts, comment une entreprise comme ADL, puis on peut nommer BNDE aussi, a un rôle à jouer absolument gagnant dans cet écosystème-là pour nos productions locales qui soient achetées puis qui se rendent aux consommateurs. Comment on peut miser là-dessus, évidemment, valoriser les marchés publics et autres pour pouvoir améliorer le prix que va payer le consommateur, mais aussi pour les producteurs et les transformateurs, l'accès au marché. Il y a un problème majeur de ce côté-là. C56 ne faisait pas de miracle, mais faisait des pas importants et il est bloqué à la Chambre des communes par les conservateurs. Ça fait partie de la game actuellement. Écoute, le temps file. En une minute, peux-tu me dire comment est-ce que les événements influencent tes décisions politiques en Abitibi-Témiscamingue? Bien, d'abord, les événements, Ottawa prend plus de place que j'aurais pensé en politique, puis ce rôle-là est fondamental. Puis vous avez vu dans cette émission-là comment c'est assez éclaté, mes responsabilités. Puis on n'a pas parlé de sport aussi qui revient dans les négociations. Ça sera pour une prochaine. Sur l'enquête publique indépendante. Mais c'est une occasion d'être en contact aussi avec les gens, de voir comment notre région vibre, c'est quoi ses priorités. Donc oui, c'est quelque chose de fondamental. C'est pour ça qu'on a voulu en créer nous-mêmes pour influencer la sphère régionale, mais aussi de prendre le pouls des gens. Ça, c'est fondamental. Merci beaucoup. Merci. C'est déjà terminé. Alors, j'espère que vous avez aimé, justement, l'ensemble des sujets d'aujourd'hui. Donc, on conclut là-dessus. On a fait une synthèse de tous les points clés importants qui se passent en ce moment en Chambre des communes, qui se passent autour de la région. C'est pas tous les points clés, mais ça en est quand même beaucoup. Dans nos 3 volets, Ce que j'aime, c'est qu'on a pu aller en plus en profondeur. Puis ça, merci beaucoup. Bien, écoute, ça me fait plaisir et je pense que c'est vraiment très important parce qu'on ne le voit pas, qu'est-ce que tu fais. On ne voit pas que tu es à la Chambre des communes, tu reviens ici, on te voit à la télé, etc. Mais cependant, on peut pas tout savoir en 30 secondes ou 2 minutes. Tout est public. Hein? Vous pouvez suivre sur noscommunes.ca. Mes interventions se retrouvent là, sur Parle Vue, quand on prend la parole, évidemment. Ce qu'on tente de mettre un peu sur les médias sociaux. Notre dépliant aussi qu'on envoie par la malle et par la poste est une façon aussi de se rendre imputable et de présenter nos actions. Mais effectivement, enfin, je pense que c'est limité quand même. Beaucoup de gens seraient surpris de la quantité de choses qu'on fait, puis ajoutons la route et tout, là, mais les journées sont très remplies. Bien, on voit bien ça. Alors, merci à toi. Merci. Nous, on se revoit pour une prochaine émission sur le sens politique où on va donner encore du sens à tout ce qui se passe, soit à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes où on a appris beaucoup de choses. Alors, à la prochaine tout le monde!